le manoir des Leclerc en Normandie sent le pain et la cannelle, mais pour moi, c'est une odeur de formol qui flotte dans l'air. Je me tiens au centre du grand salon, mes doigts crispés sur une boîte cadeau de couleur crème, nouée d'un ruban de soie, et je n'arrive pas à détacher mon regard de son contenu. Un abonnement VIP à Via, Amour Dernière Chance, une application de rencontre explicitement destinée aux célibataires désespérés de plus de 30 ans. Et en dessous, un livre à couverture rigide avec des lettres dorées en relief, Comment trouver le bonheur quand on meurt seul. Derrière moi, un feu rugit dans l'immense cheminée de marbre. Dehors, par les portes-fenêtres, la neige tombe en flocons épais et silencieux, recouvrant d'un linceul blanc les jardins impeccablement entretenus. Mais à l'intérieur de cette pièce, le froid glacial qui me saisit n'a rien à voir avec la météo de décembre. Manon glousse. Le son est aigu, perçant, résonnant contre le haut plafond voûté comme du verre qui se brise. J'ai vu ça sur TikTok, dit ma sœur, sa voix suintant une fausse douceur. Les critiques étaient incroyables. 5 étoiles pour les femmes qui ont renoncé aux rencontres traditionnelles. Je ne lève pas les yeux. Je continue de fixer cette horrible carte rose de l'application, l'illustration caricaturale d'une fleur fanée censée représenter les femmes comme moi. Celles qui, soi-disant, ont dépassé leur date de péremption. Prends-le, ma chérie. La voix de ma mère tranche l'air. Valérie Leclerc est perchée sur le canapé en satin ivoire, sa posture si rigide qu'elle pourrait être sculptée dans le même marbre que la cheminée. Manon s'inquiète juste pour ton avenir. Ne laisse pas ton ego te transformer en vieille fille pour le restant de tes jours. Mon père ne dit rien. Stéphane Leclerc se tient près du bar roulant, faisant tourner le liquide ambré d'un verre de vin dans un gobelet en cristal, étudiant le breuvage comme s'il contenait des réponses qu'il n'a aucune envie de partager avec moi. Son associé, Pierre Moreau, s'agite mal à l'aise dans le fauteuil en cuir à côté de lui. Antoine Moreau, le fiancé de Manon, examine son téléphone avec une concentration soudaine et intense. Je referme lentement la boîte. Mes mains ne tremblent pas, pourtant. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine semble se fissurer. 8 mois. Cela fait 8 mois que j'ai envoyé ces invitations. 8 mois que j'ai passé 3 soirées entières à ma table de salle à manger, dans notre maison de Touraine, à sélectionner le papier cartonné parfait, à nouer à la main des rubans de velours. Un grammage de 300 grammes. Le genre qui murmure la qualité quand on le tient. Léo m'avait observé depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, son expression prudente. « Tu es sûr que tu n'as pas besoin de les appeler ?» avait-il demandé. J'avais lissé un autre ruban, mes doigts façonnant la soie en un nœud parfait. Ce sont mes parents. Ils ne manqueraient ça pour rien au monde. Le souvenir m'étrangle, une pierre dans la gorge. J'ai retardé la cérémonie de 30 minutes, fixant ces 2 chaises vides au premier rang. Réservé pour papa, réservé pour maman. Les écriteaux que j'avais peints moi-même sur de petites plaques de bois, décorées de fleurs sauvages parce que ma mère avait un jour mentionné qu'elle aimait les marguerites. C'était il y a 7 ans. Mais je me souviens. Je me souviens de tout ce qu'ils ont oublié. Eh bien, Manon se penche en avant sur le canapé, sa chevelure blonde tombant sur une épaule dans une cascade calculée. Sa bague de fiançailles capte la lumière du feu. Un diamant de 3 carats qui a coûté plus cher que mon mariage entier. Tu ne vas pas dire merci ? Les mots restent coincés dans ma gorge. Une partie de moi veut hurler. Une partie de moi veut fuir par ces portes massives en chêne, comme je l'ai fait tant de fois auparavant. Retourner à la gare, prendre le premier train pour Tours, puis rentrer à la maison, dans notre village en Touraine où Léo est probablement en train de réchauffer des restes de crêpes en se demandant si je vais bien. Mais je suis si fatigué de fuir. Pierre Moreau s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous passer à table, suggère-t-il, sa voix soigneusement neutre. Je crois que le traiteur a tout préparé dans la salle à manger. Le sourire narquois de Manon s'élargit. Elle sait qu'elle a gagné cette manche. Elle gagne toujours. Sauf que cette fois, quelque chose en moi ne se brise pas. Ça casse. Pas mon cœur, qui se brise dans cette maison depuis que je suis assez grande pour comprendre que certains enfants sont chéris et d'autres tolérés. Non, ce qui casse est quelque chose de plus dur. Les chaînes que je traîne depuis 29 ans. Celles étiquetées, bonne fille, et, la seconde. Et, peut-être que si tu faisais plus d'efforts. Je lève la tête, mon regard croise celui de Manon, et je vois son expression triomphante vaciller légèrement.
Il y a quelque chose sur mon visage qu'elle ne reconnaît pas. Quelque chose de froid, de net et de final. Merci, Manon, dis-je. Ma voix sort douce, presque agréable. Je vais le garder très précieusement. Je coince la boîte sous mon bras, la serrant contre mes côtes comme une pièce à conviction, parce que c'est exactement ce que c'est. Valérie fronce les sourcils. Chloé, ne sois pas dramatique. C'est juste un cadeau attentionné. Oh, je sais. Je souris. L'expression semble étrange sur mon visage, comme si je portais la bouche de quelqu'un d'autre. C'est très attentionné. Très précieux. Stéphane me regarde enfin, ses sourcils gris se rapprochant. Chloé, c'est un avertissement. Le même ton qu'il avait utilisé quand j'avais 16 ans et que j'avais suggéré que peut-être, juste peut-être, Manon ne devrait pas avoir une belle voiture neuve comme première voiture alors que j'avais reçu une vieille Citroën 2CV. Le ton qui signifie « ne fais pas de scène ». Ne nous embarrasse pas. N'existe pas trop fort dans les espaces destinés à faire briller ta sœur. Je soutiens son regard. Oui, papa. Il ouvre la bouche, la referme, puis se retourne vers son verre de vin. Antoine Moreau se lève brusquement, fourrant son téléphone dans la poche de sa veste. J'ai besoin d'air, marmonne-t-il, et il se dirige vers les portes-fenêtres menant à la terrasse. Le sourire de Manon se fissure enfin. Antoine, il gèle dehors. Antoine hésite devant les portes de la terrasse, l'air froid s'engouffrant, avant de se retourner avec un soupir résigné pour rejoindre la procession vers la salle à manger. Mais il est déjà parti, et je comprends quelque chose à cet instant. Il est mal à l'aise. Il devrait l'être. Toute personne décente le serait. Allons-y. Pierre fait un geste vers la salle à manger, son inconfort palpable dans la raideur de ses épaules. Le lustre de la salle à manger projette des motifs de diamants sur la nappe en lin blanc. Valérie tapote sa cuillère contre son verre à eau en cristal, le son tranchant le murmure de la conversation polie comme une lame. Avant de commencer, annonce ma mère, sa voix calibrée pour un public, je voudrais porter un toast à cette saison très spéciale. L'année de la mariée. Je regarde Manon se redresser sur sa chaise, son sourire de circonstance s'épanouissant sur son visage comme si elle avait attendu cette réplique toute sa vie. Ma plus jeune fille, continue Valérie en désignant Manon avec son verre de vin, se mariera en février prochain dans ce que je ne peux décrire que comme un événement royal moderne. 300 invités. La salle de bal d'un grand hôtel parisien, une robe qui a nécessité 6 mois de création. Antoine se crispe à côté de Manon, la mâchoire serrée. Pierre Moreau étudie sa fourchette à salade avec l'intensité d'un archéologue examinant un artefact. Manon a toujours su comment faire les choses correctement, dit Valérie, et le mot « correctement » atterrit sur ma peau comme une gifle. Avec grâce, avec considération pour la famille. Mon père lève son verre en signe d'approbation. Il ne m'a pas regardé une seule fois depuis que nous sommes assis. Je coupe dans mon filet de bœuf. Le couteau glisse dans la viande avec à peine une résistance, mais ma main semble soudée aux manches. Valérie pose son verre avec un déclic délicat. Son regard se tourne vers moi, et je reconnais la lueur dans ses yeux. Elle est sur le point de se donner en spectacle. Manon est installée, dit-elle, son ton dégoulinant d'une inquiétude fabriquée. Mais toi, Chloé? Tu approches de la trentaine. Tu ne peux pas prévoir de vivre avec des plantes pour toujours, n'est-ce pas? La table devient silencieuse. Même le personnel du traiteur, qui remplit les verres d'eau près du buffet, semble se figer en plein geste. Quand sera ton tour? Demande Valérie. La question flotte dans l'air comme de la fumée. Je sens les yeux d'Antoine se poser sur moi, puis s'en détourner. Pierre s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Manon se penche légèrement en avant, son expression arrangée en quelque chose qui pourrait passer pour de l'intérêt sororal si on ne la connaissait pas. Mais je la connais. Je vois l'anticipation dans la façon dont ses doigts se recroquevillent autour du pied de son verre. Elle attend que je m'effondre, que je balbutie, que je trouve une excuse sur le fait de me concentrer sur ma carrière ou de ne pas avoir encore rencontré la bonne personne. Je pose mes couverts. Le cliquetis du métal sur la porcelaine semble plus fort qu'il ne le devrait. Je ne suis pas célibataire, maman. Les mots sortent calmes, stables, comme si je commentais la météo. Valérie cligne des yeux. Pardon? Je suis marié depuis 8 mois.
Le visage de ma mère passe par 3 expressions distinctes en l'espace de 2 secondes. Confusion, incrédulité, rage. Menteuse. Le mot explose de sa bouche avant qu'elle ne puisse le retenir. Sa main s'abat sur la table, faisant trembler l'argenterie. Pourquoi personne ne serait au courant? Tu t'es mariée en secret à l'étranger, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as été si distante? Je ne me suis pas mariée à l'étranger. Le visage de Manon est devenu pâle, mais elle se rétablit vite. Elle se rétablit toujours. Tu inventes des histoires pour gâcher ma fête de fiançailles? Sa voix se brise parfaitement, atteignant ce juste milieu entre blessé et incrédule. Tu as toujours été jalouse de moi, Chloé, mais là, c'est pathétique, même pour toi. Elle se tourne vers Antoine, sa main trouvant son bras. Tu te rends compte de ça? Mais Antoine me regarde, son cerveau d'avocat faisant clairement des calculs que je ne peux pas tout à fait lire. J'ai envoyé des invitations, dis-je. Le ton de ma voix n'a pas changé. J'ai l'air presque ennuyé, ce qui est étrange car mon cœur martèle mes côtes comme s'il essayait de s'échapper par chronopost en urgence. Le verre de mon père heurte la table assez fort pour que le vin éclabousse le rebord. Si tu as envoyé des invitations et que tu n'as pas eu de réponse, pourquoi n'as-tu pas appelé? Son visage est rouge, la veine de sa tempe pulse. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Pour embarrasser cette famille devant les Moreau. Et voilà. La vérité que je contournais depuis 8 mois. La réponse que je ne voulais pas voir. Même si les preuves s'accumulaient autour de moi comme la neige contre une porte. Ils n'ont pas oublié. Ils me manipulent. En ce moment même, devant des témoins, réécrivant l'histoire alors que je suis assise ici, détenant les preuves dont ils ignorent encore l'existence. Le dernier fil d'espoir auquel je m'accrochais, celui que je ne savais même pas que je tenais encore, se dissout. Quelque chose change dans ma poitrine. L'architecte en moi prend le dessus. La partie qui sait lire les plans, calculer les murs porteurs et comprendre exactement où la pression doit être appliquée pour qu'une structure cède. J'arrête d'essayer de me défendre avec des émotions. Ils se moquent de mes sentiments. Ils s'en sont toujours moqués. Sous la table, caché par le lin blanc, je sors mon téléphone de ma pochette. Mon pouce trouve la conversation avec Léo. Je tape un seul mot. Maintenant. Le message s'affiche comme livré, puis lu. Je range le téléphone et reprends ma fourchette, piquant un morceau d'asperge comme si de rien n'était. Chloé, la voix de ma mère a maintenant cette qualité dangereuse. Celle qui, autrefois, me faisait courir dans ma chambre d'enfant. Arrête ces bêtises et excuse-toi auprès de ta sœur. Pourquoi? Je prends une bouchée d'asperge. Elle n'a absolument aucun goût. Pour m'être marié? Pour avoir invité ma famille à mon mariage? Quelle partie nécessite des excuses? Les yeux de Manon brillent de larmes qui ne sont pas encore tombées. Elle est douée pour ça, les retenir juste au bord où elle capte la lumière. Je n'arrive pas à croire que tu mentirais sur quelque chose comme ça. La veille de Noël. Je ne mens pas. Alors prouve-le. Aboie mon père. Je croise son regard à travers la table. D'accord. Pierre Moreau s'agite sur son siège, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Antoine est devenu très immobile à côté de Manon, ses instincts d'avocat rattrapant enfin ce que son intuition lui disait. Le lustre au-dessus de nous se reflète sur mon alliance. Je l'ai porté tout ce temps. Ils n'ont même jamais remarqué. Le dessert sera prêt dans 15 minutes, annonce un membre du personnel du traiteur depuis l'embrasure de la porte, inconscient de la tension qui crépite dans la pièce comme de l'électricité statique. Mon téléphone vibre une fois contre ma cuisse. Un SMS de Léo. Système accessible. Prêt quand tu le seras. En fait, dis-je en me levant de table, je pense que nous devrions sauter le dessert ce soir. Je me dirige vers la grande télévision connectée montée au-dessus de la cheminée dans le petit salon attenant, affichant actuellement une bûche de Noël numérique qui imite le vrai feu brûlant en dessous. Il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Chloé, assieds-toi. La voix de ma mère a pris cette intonation tranchante. Celle qui me faisait me recroqueviller sur moi-même, désespérée d'être plus petite, plus silencieuse, moins gênante. Pas ce soir. Je m'arrête devant la télévision, le dos à la pièce. Vous croyez toujours Manon sans condition. Ma voix semble étrange à mes propres oreilles,
calme, presque conversationnel. Mais avez-vous oublié ce que mon mari fait dans la vie? Silence. Je me retourne pour leur faire face. Léo Dubois, analyste principal en cybersécurité. Il travaille pour une entreprise qui protège les sociétés du CAC 40 contre les violations de données. La bouche de Valérie s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Vraiment? Je sors mon téléphone de ma pochette, le tenant en l'air pour qu'il puisse voir l'écran. Un mot y brille. Maintenant, envoyé il y a 18 minutes. Livré. L'écran de télévision derrière moi vacille. La tête de Manon se redresse brusquement, ses larmes oubliées. Qu'est-ce que tu fais? La bûche virtuelle s'éteint. L'écran devient noir pendant exactement 2 secondes. Puis il se rallume, affichant quelque chose de complètement différent. Un bureau d'ordinateur, fond bleu, des rangées de dossiers bien ordonnés. Accès à distance activé, apparaît dans le coin en petits caractères blancs. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Stéphane est devenue dure. Éteins ça. J'ai conçu le système électrique de cette maison. Je garde un ton agréable, presque badin, comme si je parlais de la météo. Saviez-vous que vous m'avez embauché juste après mon diplôme, en me payant au lance-pierre avec une ristourne familiale? J'ai installé chaque système intelligent, chaque caméra, chaque capteur. Je me retourne vers l'écran, observant le curseur bouger sans que personne ne le touche. Léo, travaillant depuis notre bureau dans notre village en Touraine, ses doigts volant sur les touches à des centaines de kilomètres de là. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé, je continue. Je vous avais recommandé de le changer. Vous vous souvenez, j'ai envoyé cet email 2 fois. Pierre Moreau se penche en avant, son expression prise entre la fascination et l'horreur. Antoine est devenu très immobile à côté de Manon, son cerveau d'avocat analysant clairement les implications. C'est illégal. La voix de Manon se brise. Pas de larmes cette fois. De panique. En fait, non. Je ne la regarde pas. Je suis l'administratrice système enregistré. J'ai un accès légal complet. Léo m'aide simplement à récupérer mes propres fichiers. Valérie se lève, sa chaise raclant le parquet. Des fichiers? Quels fichiers? Le curseur à l'écran se déplace vers un dossier. L'étiquette fait halter Manon. Projet. Vérité. Quand vous avez qualifié ma carrière de jouer avec des plantes, dis-je doucement, vous avez oublié que je suis architecte. Les architectes planifient. Nous avons 3 coups d'avance. Nous construisons des systèmes conçus pour durer. Le visage de mon père est devenu rouge. Tu n'avais pas le droit d'installer des caméras dans notre maison sans nous le dire. Je vous l'ai dit. Ma voix reste égale. Je vous ai donné un manuel de 40 pages. Vous avez tout validé. Il y a une caméra à la porte d'entrée, une à l'entrée de service, une couvrant l'allée, toutes déclarées, toutes légales, tout enregistrant sur un système NVR professionnel dans votre cave à vin. Qu'est-ce qu'un système NVR? La voix de Valérie semble plus faible maintenant. Enregistreur vidéo en réseau. Je me tourne enfin pour la regarder. Ce n'est pas un stockage cloud qui s'efface après 6 mois. Ce sont des disques durs physiques. Rétention de données de qualité professionnelle pendant 2 ans. Je vois la couleur quitter le visage de Manon. Elle comprend. Elle fait déjà le calcul, comptant les mois à rebours. Tu bluffes, murmure-t-elle. Je me retourne vers l'écran. Le curseur survole le dossier. Tu te souviens du 12 février, Manon? Je demande. Ma voix semble presque douce. C'était un mardi. Froid. Tu portais ton manteau en cachemire crème. Le livreur Chronopost est arrivé à 10h15. Arrête. La voix de Manon monte dans les aigus. Maman, dis-lui d'arrêter. Le colis était bleu, je continue. Express pour le lendemain. 4 boîtes en velours à l'intérieur, emballées dans un ruban ivoire. Mes invitations de mariage. La tête d'Antoine se tourne lentement vers Manon, comme s'il la voyait pour la première fois. Éteins ça. Hurle Manon. Maman, fais-la éteindre ça. Mais Valérie est figée, ses mains toujours pressées contre sa gorge, ses yeux rivés sur l'écran.
C'est trop tard de toute façon. J'appuie sur Entrée sur mon téléphone. Léo, recevant le signal, ouvre le dossier. La première image remplit l'écran en haute définition parfaite. Un récépissé Chronopost, la ligne de signature clairement visible. Manon Leclerc, signé de son écriture bouclée distinctive. Date, 12 février. Heure, 10h15. La salle à manger explose en chaos. Mais je reste là, mon téléphone à la main, regardant le monde soigneusement construit de ma sœur commencer à se fissurer, et je ne ressens rien d'autre qu'une satisfaction froide et nette. C'est ma signature, dit immédiatement Manon. Sa voix a perdu son ton hystérique, remplacé par quelque chose de plus plat, de plus dangereux. Et alors? J'ai signé pour un colis, ça ne prouve rien, sauf que j'étais à la maison ce jour-là. Elle se remet plus vite que prévu. Preuve numéro 1, dis-je, gardant ma voix égale. Clinique, comme si je présentais des plans à un client difficile. Tu as signé pour un colis de Chloé et Léo Dubois le 12 février. 3 semaines après l'envoi de nos invitations de mariage par Chronopost Express. Je ne me souviens pas de chaque colis pour lequel je signe. Manon croise les bras. Nous recevons des livraisons constamment. Mes partenariats de marque génèrent à eux seuls des dizaines d'envois par semaine. Mais Valérie se redresse. Je la vois s'accrocher à cette explication, enroulant ses mains autour comme une bouée de sauvetage. C'est vrai. L'activité de Manon nécessite une gestion constante des stocks. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle se souvienne d'une livraison aléatoire d'il y a 8 mois. Le curseur de Léo se déplace sur l'écran. Le récépissé disparaît, remplacé par une capture d'écran d'une boîte de réception de mai. La boîte de réception de ma mère. Preuve numéro 2, dis-je. L'écran montre les paramètres du compte Gmail de Valérie. Filtre. Il y en a une longue liste, triant les newsletters et les emails promotionnels dans divers dossiers, mais un filtre se trouve en haut de la liste, marqué d'une icône de drapeau rouge. Nom de la règle, blocage mariage. Je lis à haute voix. Si l'objet contient un mariage de T et Chloé, alors supprimez définitivement. Ne pas afficher dans la boîte de réception. Ne pas archiver. La date de création est juste là, en texte gris. 14 février, 2 jours après la livraison des invitations. Ce filtre a été installé depuis une adresse IP qui remonte à l'appareil de Manon, je continue. Son iPhone, plus précisément. Le même appareil qu'elle utilise pour gérer son compte Instagram. Le silence qui suit n'est pas paisible. C'est le silence d'un piège qui se referme. Le visage de Valérie est devenu blême. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais autorisé une chose pareille. Bien sûr que non. Je croise le regard de ma mère. Manon a ton mot de passe. Elle l'a depuis des années. Tu te souviens quand elle a configuré ton authentification à 2 facteurs à Noël dernier? Elle t'a dit que c'était pour la sécurité. Antoine se lève lentement de sa chaise. Il dévisage Manon comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as piraté l'email de ta mère? Je n'ai rien piraté. La voix de Manon monte. J'ai accès parce que maman m'a demandé de l'aider à gérer sa correspondance. Elle est submergée par tous les emails. Je gère les contacts philanthropiques, dit Valérie faiblement. Les communications du conseil d'administration des œuvres de charité. Manon m'aide à les organiser. En supprimant les emails concernant le mariage de votre fille? La voix de Pierre Moreau tranche l'air. Il est toujours assis sur sa chaise, mais sa posture a changé. Il n'est plus l'observateur mal à l'aise. Il est engagé maintenant, concentré. Manon se lève brusquement. Sa chaise racle le parquet. D'accord. Oui, j'ai caché les invitations. Mais je l'ai fait pour protéger maman et papa. La pièce se fige. Elle pivote. Je vois la scène se dérouler en temps réel. La façon dont son expression passe de défensive à offensée. Ses yeux se remplissent de larmes. Sa voix tremble, mais pas de peur, d'indignation vertueuse. Tu as envoyé ces invitations à la dernière minute, poursuit-elle, la voix tremblante, pour un vignoble miteux en Touraine. Papa a de l'hypertension. Maman s'inquiète constamment de l'image, de ce que les gens pensent. J'ai vu l'endroit que tu avais choisi, Chloé, cette esthétique de grange rustique, et j'ai eu peur. Peur qu'il soit humilié.
peur qu'il passe tout le voyage à stresser sur les apparences. Elle s'essuie les yeux du revers de la main. Alors oui, je les ai cachés. Je les ai jetés. Je l'ai fait par amour. J'essayais de protéger nos parents de l'embarras. Valérie inspire brusquement. Je vois son expression changer. La voix s'accrocher à ce nouveau récit comme une naufragée s'agrippant à un débris. Tu nous protégeais. Bien sûr que oui, la voix de Manon se brise. Chloé fait toujours les choses à sa manière, sans jamais considérer comment cela se reflète sur la famille. Je ne pouvais pas vous laisser subir un mariage au rabais juste parce qu'elle refuse de maintenir nos standards. C'est brillant, d'une manière horrible. Elle s'est refaçonnée de méchante en héroïne en 30 secondes. L'acte malveillant devient un sacrifice protecteur. Le mensonge devient de l'amour. Le froncement de sourcils d'Antoine s'approfondit. Il n'y croit pas. Je peux lire le doute sur son visage, la façon dont sa mâchoire se crispe. Mais mes parents s'adoucissent déjà, trouvant déjà l'explication qu'ils veulent croire. Je ne panique pas. Je ne rage pas. Je ne donne pas à Manon la satisfaction de me voir m'effondrer. Au lieu de cela, je souris. C'est un sourire plein de pitié. Le genre que l'on donne à un enfant qui essaie de vous convaincre que le chien a mangé ses devoirs alors que vous pouvez voir les pages déchirées dans la poubelle. Les protéger? Je répète doucement. C'est ta version. C'est la vérité, Manon lève le menton. Alors pourquoi, dis-je, chaque mot délibéré, as-tu jeté les invitations dans la poubelle de recyclage au lieu de les cacher dans un tiroir? Manon cligne des yeux. Quoi? Si tu protégeais maman et papa, si tu t'inquiétais pour leurs sentiments, tu aurais caché les invitations quelque part en sécurité, un endroit où tu aurais pu les récupérer plus tard si nécessaire. Tu les aurais conservées soigneusement, au cas où ton plan tournerait mal. Je fais un geste vers l'écran où Léo a déjà préparé le fichier suivant. Mais tu n'as pas fait ça, n'est-ce pas? Antoine se tourne pour regarder Manon. Vraiment la regarder. L'as-tu fait? J'étais bouleversé, dit Manon rapidement. Je ne réfléchissais pas clairement. C'est intéressant, dis-je. Parce que la séquence vidéo suggère que tu réfléchissais très clairement. Je fais un signe de tête vers l'écran. Léo clique sur Replay. La qualité de la vidéo est stupéfiante. Des images d'une clarté cristalline de la caméra de la porte d'entrée, celle montée au-dessus de l'entrée avec une vue parfaite sur le porche et l'allée. L'horodatage indique 12 février, 10h14. La camionnette Chronopost entre dans le cadre. Le livreur sort, portant un colis bleu. Il sonne à la porte. Manon apparaît 30 secondes plus tard. Elle porte un pantalon de yoga et un sweat à capuche court, ses cheveux en queue de cheval haute. Elle sourit au livreur, signe sur la tablette, accepte le colis. Le livreur part. Manon baisse les yeux sur le colis. Je la regarde lire l'étiquette de l'expéditeur. Chloé et Léo Dubois. Son expression change. Le sourire disparaît. Quelque chose de froid et de tranchant prend sa place. Elle n'a pas l'air inquiète. Elle n'a pas l'air protectrice. Elle a l'air furieuse. Manon regarde autour d'elle, vérifiant si quelqu'un regarde. Puis elle se dirige vers le côté de la maison où se trouvent les poubelles de recyclage, derrière un paravent décoratif en treillis. Elle n'hésite pas, ne s'arrête pas, n'ouvre pas le colis pour vérifier le contenu. Elle le jette simplement dans la poubelle comme si elle jetait des ordures. Les 4 boîtes en velours que j'avais si soigneusement emballées, probablement écrasées sous l'impact. Les invitations que j'avais calligraphiées à la main, probablement pliées et froissées. Elle ne se retourne pas, s'essuie simplement les mains sur son pantalon et rentre à l'intérieur. La vidéo se termine. La salle à manger reste silencieuse. Même le feu dans l'âtre semble retenir son souffle. Le visage d'Antoine est devenu vide. Soigneusement, délibérément vide. L'expression de quelqu'un qui regarde tout son avenir s'effondrer. Voilà ta protection, dis-je doucement. Voilà ton amour. La salle à manger retient son souffle. Je regarde le visage d'Antoine passer par des expressions trop rapides pour être nommées. Confusion, réalisation, dégoût. Il se lève si brusquement que sa chaise racle le parquet. Le son est assez aigu pour faire sursauter ma mère. Tu as jeté les invitations de mariage de ta sœur à la poubelle. Sa voix est calme,
ce qui, d'une certaine manière, rend les choses pires. Parce que tu avais peur de partager la vedette. Manon attrape son bras. Antoine, je peux expliquer. Il se dégage de son contact. Tu lui as offert un livre sur le fait de mourir seule alors que tu savais qu'elle était mariée. Il dévisage Manon comme s'il la voyait pour la première fois. Peut-être que c'est le cas. Je ne peux pas épouser un monstre. Le mot reste en suspens dans l'air. Monstre. Le visage de Manon s'effondre. Tu ne comprends pas. Elle a toujours. Mais Antoine bouge déjà. Il lui retire la bague de fiançailles du doigt avec une telle force que je suis surprise que l'anneau ne se plie pas. Le diamant de 3 carats capte une dernière fois la lumière du lustre avant qu'il ne la pose sur la table avec un clic délibéré qui résonne comme un coup de feu. C'est fini, dit-il. Ma mère se lève d'un bond. Antoine, ne sois pas si prompt. Manon a fait une erreur, mais sûrement. Une erreur? Le rire d'Antoine est rauque. Madame Leclerc, votre fille a commis une violation du secret de la correspondance. Elle a saboté le mariage de sa propre sœur. Elle m'a menti en face pendant 8 mois. Il secoue la tête. Je voulais épouser une femme issue d'une famille intègre. Clairement, je me suis trompé sur ce que je trouverais ici. Pierre Moreau se lève à côté de son fils, son expression taillée dans le granit. Il se tourne vers mon père, qui n'a pas bougé de son siège, dont le visage a pris la couleur d'un vieux journal. Stéphane. La voix de Pierre porte le poids de 40 ans dans les affaires. J'ai toujours cru qu'un homme qui ne peut pas gérer sa maison ne peut pas gérer une entreprise. Le verre de vin de mon père s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Votre fille est fourbe, Pierre fait un geste vers Manon. Votre femme la couvre. Il regarde ma mère, dont la bouche s'ouvre et se ferme sans un son. Et vous êtes irresponsable. Son regard se pose de nouveau sur mon père. Le projet de fusion du mois prochain. Considérez-le comme annulé. Le groupe Moreau ne fera pas affaire avec la famille Leclerc. Les mots atterrissent comme des coups physiques. Je regarde le visage de mon père se vider du peu de couleur qui lui restait. Cette fusion devait être son couronnement. L'accord qui cimenterait son héritage. Des millions d'euros en contrat. Un partenariat qui aurait doublé la portée de son entreprise. Disparu. Pierre, s'il te plaît, mon père trouve enfin sa voix. Nous pouvons en discuter en privé. Sûrement. Il n'y a rien à discuter. Pierre pose sa main sur l'épaule d'Antoine. Nous partons. Manon explose de sa chaise. C'est de ta faute? Elle se retourne vers moi, le visage tordu de rage. Tu as tout gâché. Je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait, comment tu as manipulé. Non. Le mot sort doucement, mais il l'arrête en pleine phrase. Je me lève lentement, lissant ma robe. Tu ne le feras pas. Regarde-moi faire. La voix de Manon atteint l'hystérie. J'ai 2 millions de followers. Je vais. Je sais que la loi française interdit l'enregistrement audio secret. Je garde ma voix égale, conversationnelle. Donc la vidéo du dîner de ce soir reste privée. Je ne la publierai pas. L'expression de Manon se tourne vers le triomphe, pensant avoir trouvé une échappatoire. Cependant, je fais une pause, laissant les mots s'installer. La séquence de vidéosurveillance de toi jetant ce colis Chronopost, c'est une preuve de violation de correspondance. C'est un délit pénal. Jusqu'à 1 an de prison. La couleur quitte le visage de Manon. Si tu oses dire un seul mensonge sur moi sur les réseaux sociaux, cette vidéo et une plainte iront directement à la police et à tes sponsors de marque. J'incline la tête, l'étudiant. Je me demande ce que Dior et Cartier penseront de leur ambassadrice faisant l'objet d'une enquête pour des crimes fédéraux. Manon s'effondre sur sa chaise. Le son qui sort d'elle n'est pas tout à fait un sanglot, pas tout à fait un cri. C'est le son du monde soigneusement construit de quelqu'un qui implose. Ma mère est assise, figée, les mains jointes sur ses genoux. Mon père fixe la table comme si le grain du bois détenait des réponses. Je saisis la boîte cadeau de couleur crème, celle contenant cet horrible abonnement à l'application et ce livre cruel que j'avais posé sur la table. Je la prends à 2 mains et contourne la table. Manon sursaute quand j'approche, comme si je pouvais la frapper. Je pose la boîte directement devant elle,
juste à côté de la bague de fiançailles abandonnée d'Antoine. Garde-la, dis-je. Tu en as plus besoin que moi maintenant. Les mots ont un goût de liberté. Je me tourne vers la porte. Pierre et Antoine sont déjà dans le vestibule, prenant leur manteau. En passant devant Pierre, il me fait un simple signe de tête. Du respect, peut-être, ou de l'approbation. Peu importe. Derrière moi, j'entends la voix de ma mère, faible et désespérée. Chloé, attends. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. Mais je traverse déjà le vestibule, passant devant l'escalier en marbre où Manon et moi posions pour les photos de Noël quand nous étions enfants, franchissant les portes massives en chêne qui se referment derrière moi avec un bruit sourd, final et définitif. L'air de décembre me frappe le visage comme de l'eau froide, propre, vive, réelle. Mon VTC attend en bas de l'allée circulaire, la fumée d'échappement s'échappant en nuages blancs dans l'air glacial. Je monte à l'arrière et le chauffeur me regarde dans le rétroviseur. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, je confirme. Alors que nous nous éloignons, je m'autorise un dernier regard sur le manoir des Leclerc. Chaque fenêtre brille de lumière, mais d'ici, il semble vide. Une belle coquille sans rien de vivant à l'intérieur. Je sors mon téléphone et lance un appel vidéo à Léo. Son visage remplit l'écran, et le nœud dans ma poitrine commence enfin à se défaire. Ses cheveux sont en désordre, comme s'il y avait passé les mains. Ses yeux cherchent les miens. « C'est fait ?» demande-t-il. « C'est fait. Maman te réchauffe une soupe. » Son sourire est doux, chaleureux, tout ce que cette maison n'était pas. Rentrons à la maison. La maison. Pas l'endroit où je suis né. Mais l'endroit où je suis aimé. Oui, dis-je, et ma voix ne tremble qu'un peu. Rentrons à la maison. 3 jours plus tard, je déballe les courses dans notre cuisine en Touraine quand la camionnette de livraison s'arrête. Par la fenêtre, je regarde le livreur courir jusqu'au porche, scanner un colis, repartir. La boîte est là sur le paillasson, carrée et plate. Je sais ce que c'est avant même de l'ouvrir. Je peux presque sentir le désespoir de mon père à travers le carton. À l'intérieur, un chèque. 50 000 €. Le chiffre semble obscène, écrit de l'écriture soignée d'architecte de mon père. La note est brève, tapée sur son papier à en-tête professionnel comme s'il s'agissait d'une simple transaction. Je suis désolé. S'il te plaît, garde le silence sur le contrat. Je reste là, dans ma cuisine, tenant 50 000 €. Et je pense à la fille qui aurait encaissé ce chèque. Celle qui s'est présentée la veille de Noël, espérant encore. Celle qui a gardé leur chaise à son mariage. Elle n'est plus là. Je déchire le chèque en 2. Puis en 4. Puis en confetti. Mon téléphone est déjà dans ma main. J'arrange les morceaux sur le comptoir en granit. Je les photographie. J'ouvre la conversation de groupe familial. 3 personnes. Maman, papa, Manon. Je tape. Je ne vends pas mon silence. Je vous l'offre gratuitement, comme cadeau de départ. Ne me contactez plus. Mon pouce survole le bouton d'envoi pendant peut-être 3 secondes. Puis j'appuie. Le message s'affiche comme livré. Puis lu. Quelqu'un commence à écrire, s'arrête, recommence. Je n'attends pas de voir ce qu'ils diront. Je fais défiler jusqu'en haut de la conversation, j'appuie sur l'icône des paramètres et je trouve les mots que je cherchais. Quitter le groupe. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Quitter. Le réveillon du Nouvel An arrive, enveloppé dans la pluie d'une petite ville près de Lyon et l'odeur du fameux bœuf bourguignon de Maman Dubois. La famille de Léo s'entasse dans leur salon, riant, se disputant sur le film à regarder avant le décompte. Sa sœur vole la télécommande. Son neveu renverse du jus de raisin sur le tapis. Sa mère me serre fort dans ses bras, et je sens le poids de la broche en saphir sur son manteau contre mon épaule. Vrai, solide. Un véritable héritage familial, transmis avec amour plutôt que par obligation. Viens, dit Léo, en prenant ma main. Allons prendre l'air avant les feux d'artifice. Nous sortons sur la terrasse arrière. Les lumières scintillantes de la ville brillent au loin, et la ville bourdonne de célébration. Léo passe son bras autour de ma taille, et je me blottis contre lui, respirant la pluie, le cèdre et la liberté.
Des regrets? Demande-t-il doucement. Je pense aux chaises vides, aux invitations cachées, aux cadeaux cruels, aux chèques déchirés en morceaux. Pas un seul. Le premier feu d'artifice explose au-dessus de nos têtes. Des étincelles dorées sur un ciel noir. La famille de Léo applaudit de l'intérieur. Et à travers la fenêtre, je peux les voir lever leurs verres, se prendre dans les bras. Je ne suis plus la fille Leclerc. Je suis Chloé Dubois, architecte paysagiste, et maintenant, enfin, architecte de ma propre vie. J'ai arraché les mauvaises herbes. J'ai brûlé la pourriture.